Gavrazzi. On entend bien. Je pose une question sur Il y a eu un micro ici. Oh, ça va? D'accord. Vous avez parlé de l'inversion de l'utilisation du mot secte. Bon, c'est vous qui êtes sectaire, c'est moi qui est sectaire, etc. Mais en fait, ce terme est vraiment empreint de jugement. Je me souviens qu'on m'avait interrogé à la radio, etc. Est-ce que le Leftaror, ce groupe assez intégral, était une secte? Je dis, n'importe quel groupe, vu de l'extérieur, peut être vu comme une secte. Et c'est la même chose qui s'applique aussi au terme ultra. Ça veut dire quelqu'un qui est plus que moi, donc devient fou, ultra. Donc ce sont des termes, à mon avis, qui ne sont vraiment pas très utiles. Et donc si on les évite, on va éviter la situation que vous avez décrite, qu'on va inverser. C'est vous qui êtes sectaire, c'est moi qui est sectaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Il y a eu plusieurs positions, aussi bien chez les sociologues qui utilisent le terme secte d'un point de vue qu'on pourrait dire plus scientifique, et qui, comme François Champion, en arrive à dire il faudrait mettre entre guillemets chaque fois qu'on prononce le mot ou qu'on écrit le mot secte. Bon. Et pourtant, quand vous arrivez dans l'espace public et vous parlez des nouveaux mouvements religieux, d'où ça sort, cela, nouveaux mouvements religieux ou nouvelle recherche du croire, ça veut dire quoi? Il y a quand même un investissement qui est mis par rapport à ce terme de secte. Et c'est intéressant d'aller voir l'étymologie. Et je suis assez d'accord avec vous que secte laisse place à plusieurs lectures, et en situant le eux et nous. Ce qui se passe, c'est que dans l'étymologie, on est porté à rattacher secte à sécaris, qui aurait un lien avec couper. Mais c'est une fausse étymologie. L'étymologie de secte, c'est sécoui, c'est suivre. Suivre quelqu'un, suivre la ligne de parti. J'ai déjà dit à une journaliste qui voulait m'interroger sur ce qui arrivait à Roch-Thériault en prison, avant qu'il ne soit tué. Si je vous disais que les partis politiques fonctionnent comme des sectes, elle dit, je ne peux pas écrire ça. Mais pourtant, c'est l'étymologie du terme sécoui, suivre. Donc, par rapport à un mot comme celui-là, il faut, lorsqu'on l'utilise, se donner la peine d'expliciter, d'en parler. On peut difficilement, selon les personnes à qui on s'adresse, d'en faire fi. Bon, on pourrait parler de dérive sectaire, mais est-ce que ça veut dire d'emblée que l'ensemble des sectes serait d'une connotation péjorative? Pas nécessairement. La majorité des groupes sectaires ne causent pas de problème et au contraire ont des éléments très bénéfiques pour les personnes qui soit en font un parcours à une étape de leur vie ou soit grandissent à l'intérieur de cela. Je donnerai comme exemple d'un groupe qu'on peut qualifier pour certains de sectes, les Amish. J'ai connu quelqu'un qui, à l'intérieur de 2 ans, a perdu ses 2 fils, ses 2 uniques fils. Et ce pauvre homme, je dirais, s'est retrouvé dans un état de dépression. Imaginez le coup que ça a pu produire. Il était trop âgé pour avoir d'autres enfants. Ses 2 fils se tuent, ils se tuent quasiment de façon similaire en moto. Il n'y avait aucun médicament qui lui permettait de sortir de sa dépression. Sauf que ce brave homme, il aimait les chevaux. Il est allé chez les Amish. Eh bien, après quelques mois, il est revenu tout revigoré. Démarche sectaire? Luis Salvatore. Allora, io parlo italiano, poi non so se riesce a... Elisabetta hanno bisogno di toi. Allora, a Karim volevo dire
del terrorismo islamico è differente non solo rispetto all'Islam moderato, ma in qualche modo anche rispetto all'Islam fondamentalista et intégriste. Alors, je pense que le terrorisme de la djihad, c'est très différent, non seulement vers Par l'islam, rapport, oui. mais aussi l'islam fondamentaliste et intégriste. Parce que les fondamentalistes ne veulent pas non vogliono, allora l'Islam fondamentalista predica una distanza rispetto alla politica e allo Stato, mentre l'État islamique Guarda, o italiano o francese, per favore. vabbè, mentre l'ISIS, lo Stato islamico, diciamo invece è interessato proprio ad una sovrapposizione. Sembra che, ma quello che tu hai detto è comunque, diciamo, pertinente. C'est ça, il y a deux tendances dans l'islamisme. Il y a effectivement le salafisme et plus le djihadisme qui sont... Bon, le salafisme a tendance à vouloir agir plus dans la réalité quotidienne et à l'abri de la chose politique, alors que le djihadisme, évidemment, agit sur le plan politique, c'est son mode d'action principal. Et il a tendance aussi à légiférer au niveau de la vie quotidienne, mais sur un plan politique. Je veux dire, il faut voir les islamistes qui ont été élus au Parlement égyptien et qui passaient leur temps à faire de minuscules petites lois sur la vie quotidienne, que si le conjoint meurt dans son lit pendant la nuit, est-ce que j'ai le droit de dormir le reste de la nuit à ses côtés, même si je ne me suis pas rendu compte qu'il est mort, enfin, et ce genre de loi, alors que le pays était dans un désastre économique, il se préoccupait au Parlement de ce genre de choses. C'était assez particulier. No, non si può, perché io o devo tradurre o non devo tradurre, mi sono distratta a questo punto, mi dispiace, ma o mi applica una cosa o non mi applica. Sono già stanca, mio. J'ai déjà la fatigue de ma part, ça fait 4 jours que je traduis et j'ai besoin de savoir si je dois traduire ou pas. C'est pas possible de continuellement changer de registre. Okay. Excusez-moi. D'accord. Ma hai ragione di dire quel che dice, perché c'è una differenza mentre i salafisti, che sono centrati sulla via quotidiana, e gli altri, i jihadisti, che sono molto politici. Moi, en fait, je suis très interpellé par l'idée du croire que nous propose Guy Robert, et je trouve que c'est une vraie énigme, hein, qu'on rencontre au fond tous les jours dans nos pratiques, à savoir
même si une interprétation à faire est totalement intéressante et pertinente, est-ce que ça vaut la peine que je fasse l'interprétation? Est-ce que mon patient va me croire si je lui dis ce que la science psychanalytique me confierait de dire, hein? Et donc, il faut que je sois au fait du crédit que le patient m'accorde, hein, à chaque instant quand je travaille. Je ne peux pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut que je le dise au moment où ça peut être accepté, hein. Enfin, ce que tu évoques, Guy Robert, c'est l'idée de... Enfin, ça m'a évoqué l'idée de la bonne forme, hein. Le croire, c'est voir enfin la bonne forme, alors qu'à d'autres moments, cette bonne forme, on pouvait la voir sans la voir. Tout à coup, cette bonne forme apparaît au soleil de la conscience, mettons, alors qu'avant, elle n'était pas visible, hein. Cette scène de sexualité de l'homme au loup il avait vu sans s'en rappeler, au fond, un souvenir dont on ne se rappelle pas, on l'a vu mais on ne le voit plus, et puis tout à coup Freud en parle, donc c'est un souvenir qui ressurgit comme ça, et le patient peut dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça ». Donc il y a une croyance dans la bonne forme, comme une sorte de gestalt comme ça qui apparaît dans le croire, hein, mais je ne sais pas si le croire se réduirait à cette histoire de bonne forme. Merci de tes remarques, parce que je dirais ça ouvre à plusieurs pistes que tu situes dans le rapport même à l'interprétation. Parce que si on parle d'une forme de gestalt de la bonne forme, on pourrait se poser la question, mais déjà dans le rapport aux perceptions, est-ce qu'il y aurait de la croyance? Et c'est précisément ce que Freud identifie dans son dialogue avec Jung, qu'il dit, mais dès les moments où les perceptions, il entre dans l'appareil psychique, il rencontre la croyance. C'est assez curieux. Et ce n'est pas tel lorsqu'on y pense bien dans ces fameux tests, je dirais, projectifs, où on peut voir par exemple la vieille dame ou la jeune fille. Il y a une question de qu'est-ce qu'on investit dans notre rapport justement à la vue. Lacan l'a bien vu en introduisant comme objet A le regard. Bon. Donc, est-ce que c'est un peu la même chose dans le rapport à l'interprétation? Et là, ça nous mène à la question suivante. Si on pose véritablement le croire, non plus dans une forme de jugement où il se distinguerait par son existence, mais qu'on serait quasi en deçà d'une forme de jugement d'attribution. C'est-à-dire que le problème ne se pose pas en termes de croire ou douter de quelque chose. Il se pose sur la question de l'acte. Et c'est la même chose par rapport à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que, mettez-vous un peu dans une position où vous êtes analyste, psychologue ou psychothérapeute, et les personnes que vous recevez font des acting out. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer par rapport aux attentats? On a affaire non seulement à des acting out, mais à des passages à l'acte. Qu'est-ce qu'on ne lit pas? C'est ça qui nous revient, je dirais, comme retour. Et ce que j'essaie de poser, c'est pour ça que je l'intitulais « Décapiter le croire », c'est est-ce que le croire est pris en considération? C'est-à-dire que est-ce qu'on ramène le croire de ces personnes qui commettent des attentats à des questions, exemple, religieuses, à des questions de manipulation, qu'ils ont été entraînés, etc. Est-ce que c'est ça dont il s'agit, ou il y a quelque chose qui dépasse l'organisation par le biais du sens? Ça se passe ailleurs et autrement. Ça se passe comme, je dirais, une association libre
un peu comme dans le cas, autrement dit, de ces démarches analytiques avec l'homme au loup. Au départ, et c'est pour ça que ça prend plusieurs années avant d'arriver à la construction de ce, je dirais, de ce fantasme qui est plus, pas je dirais plus ou moins accepté au départ, mais qui, on voit, ça prend des années avant qu'il arrive à, pour ainsi dire, y donner une forme de consistance par le biais d'une identification, mais par le biais d'un autre analyse. Et donc, la question de l'association des éléments par le biais des mots, est-ce qu'elle se fait uniquement dans l'ordre du préconscient ou elle se fait dans des processus inconscients? Ce qui est remarquable, c'est que dans les travaux sur l'Averleuno ou sur le démenti, on se rend bien compte que ça se passe au niveau, si on prend la première topique, des Wahrnehmungssinn, c'est-à-dire des signes de perception. Les perceptions qui sont enregistrées sous forme d'écriture à quelque part. Bon. Et c'est là, comment se fait le lien entre une trace mnésique et une autre? Lacan va quasi y lire le trait lunaire, le signifiant. Mais comment se fait ce passage-là qui fait que tout à coup, ça sort sous la forme d'un lapsus, ça donne du matériel pour les rêves? C'est là où je dis, est-ce qu'il y a encore du croire qui était issu de la perception, qui est présent là, et qu'on ne lit pas? Autrement dit, moi je pense que si je résumais ma position jusqu'à maintenant, je dirais qu'il est faux de dire que la croyance n'est pas inconsciente, et en même temps qu'il est faux de dire que la croyance est inconsciente. Il faut tenir les deux. Dans son contenu, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'inconscient. Parce qu'elle implique une forme de choix, de jugement d'attribution. Alors que le processus, lui, de la croyance même, met en cause ce qui n'est plus du même ordre. Et il implique, donc le processus même d'association, il implique le fait que ce que je vais dire, bien, je crois que ça ne sera pas n'importe quoi. C'est comme si dans les pensées inconscientes, il y avait ce même cheminement des associations, que ça ne sera pas n'importe quoi qui va surgir. Ça va se faire un frayage à l'insu de la conscience et de la préconscience. C'est là où c'est une position très ambiguë, à tout le moins que je n'ai pas trouvé développé que le travail que je fais m'amène à construire. Est-ce que je suis plus clair? Oui, oui, oui. Je m'apprêtais à interrompre. D'accord, allez-y, brièvement, on va essayer de... Justement, je voulais, est-ce que ça va si vous pouviez approfondir sur n'importe quoi, qui reste une énigme? C'est n'importe quoi pour le sujet, pour un groupe, est-ce que vous pouvez approfondir un peu? Oui, mais ce n'importe quoi, il a, je dirais, un rapport direct avec l'hypothèse même de l'inconscient. Chez Freud. Pour Freud, son principal vis-à-vis, c'est Wundt. Parce que pour Wundt, tout ce qui a rapport avec les activités du psychisme, c'est conscient. Il n'y a pas de place pour l'inconscient. Autrement dit, à quelque part, la distance dont parle Karine, c'est l'inconscient qui en est le garant. Et c'est fort parce que quand on pense à la formulation « Dieu est inconscient », c'est une autre version que je pourrais donner à ta conférence. Bon. Autrement dit, on ne peut pas arriver à colmater les choses en disant « ben, voici, quand je pointe ceci, ça veut dire que je pointe la table. » Bon. Mais Freud est allé plus loin en disant « c'est pas justement la vérité matérielle, il y a une vérité historique. » Parce que quelqu'un... C'est ce qu'il repère déjà dans l'interprétation des rêves. L'inconscient, quand il construit, il se plaît
à mettre au même lieu des choses qui sont contraires, voire opposées. Mais si je vous dis que le tableau qui pourrait être là ou à un autre endroit, il est blanc et il est noir. Et vous allez me dire, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Il est blanc ou il est noir, mais il ne peut pas être les deux en même temps. Donc, Freud est très rationaliste. Il ne cède pas sur le fait qu'on doit faire une lecture rigoureuse. Mais il ne cède pas plus sur dire, voici, on va tout clore par l'évidence des sens. Donc, le n'importe quoi, de se refuser à cette position, c'est de dire, je ne peux pas m'objectiver dans cette situation pour dire, moi, je n'y suis pour rien. Au contraire, j'y suis pour quelque chose. Et Freud le disait, ou Lacan va le reprendre, les analystes, ils sont pour quelque chose dans l'hypothèse même de l'inconscient. Qu'est-ce qu'on est en train de soutenir par rapport à l'intégrisme? Bien, écoutez, je vous remercie. On va devoir arrêter pour laisser la place à ceux qui vont nous suivre sur ce podium. Alors, on se donne un petit 5 minutes pour se servir un café et échanger 2 mots et revenir s'asseoir.